Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Pour moi, c'était encore d'autant plus symbolique, puisqu'il y a quelques jours, il y a tout juste quelques jours, il y a eu une marche historique contre l'islamophobie. Et le fait qu'on ait un forum 2 jours après sur la paix, alors qu'on a des soucis de conflits et des divisions au sein même de notre société, pour moi, c'était important de le souligner. Donc moi, oui, j'ai pris la parole aujourd'hui et j'ai mentionné ça. J'ai mentionné le fait que nous ne pouvons pas parler de paix et être crédible et penser pouvoir convaincre nos partenaires internationaux lorsque nous n'arrivons même pas à résoudre nos soucis chez nous. L'invité du jour est Yasmine Ouiran, activiste pour l'égalité sociale et l'égalité des genres. À seulement 23 ans, Yasmine a un CV impressionnant. Entre autres, elle a été nommée en 2018 jeune leader pour l'égalité homme-femme par l'association Women Deliver, organisme qui lutte pour l'égalité des sexes et œuvre pour la santé et les droits des femmes dans le monde. En avril 2019, elle s'est vue décerner le titre de Jeune Européenne de l'année. En juin 2019, elle a été nommée jeune leader par la Commission européenne. Elle a aussi été mandatée par l'Union européenne et l'Union africaine pour être experte en paix et sécurité à l'EU Hub, qui est une organisation visant à concrétiser des projets ayant un impact social positif en Afrique et en Europe. Je porte un message qui est bien plus grand que juste ce que je porte comme vêtements ou comme voile ou comme voilà. Je pense que nous, en tant que femmes et jeunes femmes, voyez ou pas, on a un rôle qui va au-delà de juste notre apparence, mais un rôle qui peut être positif dans la société. Vous l'avez compris, Yasmine Ouiran est extrêmement active et je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de la rencontrer juste après le forum de Paris sur la paix qui a eu lieu les 22 et 23 novembre 2019 et où Yasmine a été invitée en tant qu'intervenante. Je suis désolé pour le léger bruit de fond durant le podcast car nous étions à l'extérieur et j'espère que vous apprécierez tout de même ce que Yasmine a à vous partager. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en partageant le podcast et je vous invite à liker notre nouvelle page Facebook indiquée en description pour rester informé des nouveautés. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Yasmine Ouiran, je suis une activiste pour l'égalité des genres et pour l'inclusion sociale en Europe et donc je suis contente d'être ici, d'accepter cette interview. Je t'ai découvert notamment parce que tu t'es très médiatisé récemment, notamment en début d'année 2019. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? En effet, malgré le fait que mon engagement a été plus entendu cette dernière année, c'est vrai qu'il a commencé il y a plusieurs années, je dirais plutôt depuis 2012-2013, je m'engage pour donner une voix aux jeunes et surtout de leur permettre d'avoir accès à des opportunités. À l'époque, tu étais en Italie, il me semble. Non, alors je suis arrivée en France en 2011, D'accord. donc à l'âge de 15-16 ans. Et je suis en effet née en Italie et puis j'ai déménagé en France avec ma famille en 2011. Et tout de suite, je me suis rendu compte des inégalités qu'il y avait dans notre pays et surtout dans la ville où j'ai grandi, du coup à Grenoble, qui est une des villes... je dirais, où l'on se confronte le plus avec des problèmes d'exclusion sociale et de violence en France, encore aujourd'hui. Et donc, tout de suite, j'ai pris conscience de cette nécessité d'instruire les jeunes, de leur permettre d'avoir accès à des opportunités. Et j'ai commencé à faire ça à ma petite échelle. Donc, le week-end, en travaillant avec des jeunes de quartier dans des associations locales. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à prendre la parole plus au niveau européen et international. Et c'est comme ça que mon parcours a évolué. En Grenoble, tu étais au lycée? Oui, j'étais dans un lycée international. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir accès à cette école parce que je parle italien. Puisque autrement j'aurais été affectée à un lycée de quartier, comme d'ailleurs ça a été le cas pour ma sœur, et je pense que ça a été une vraie chance parce que j'ai pu étudier avec des personnes qui ne venaient pas de mon milieu social, et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience du monde extérieur et d'un monde qui ne m'appartenait pas, c'est-à-dire un monde où c'était souvent des enfants de cadres, d'enseignants, et moi c'était pas le cas. Je suis
D'ailleurs, aujourd'hui, en tant qu'étudiante à l'université, je suis une première génération d'étudiante à l'université. Mes parents n'ont pas fait l'université. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être confrontée à d'autres réalités à travers mes études. Et puis, ça m'a permis de grandir. D'accord. C'était quoi ta première expérience au lycée? Tu t'es investi dans quel type de projet en fait? Je pense que c'était au niveau de à Sciences Po Bordeaux. J'ai commencé à m'engager avec des associations. Donc au-delà du niveau local à Grenoble, où j'ai travaillé par exemple avec des enfants et des jeunes de quartier. Quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai commencé plutôt à m'engager dans des associations étudiantes et à m'intéresser aux affaires européennes. Et puis c'était lors de mon Erasmus en deuxième année. Moi j'ai fait un double diplôme entre l'Italie et la France, donc ma deuxième année c'était en Italie et c'est considéré comme un Erasmus. C'était pour moi une vraie chance parce que non seulement j'ai eu la possibilité du coup de retourner dans mon pays que j'avais dû quitter pour des questions aussi financières, mais aussi ça m'a permis de avoir accès à des opportunités du coup européennes, puisque c'était à cette époque-là l'anniversaire des traités de Rome et je me trouvais à Rome à ce moment-là. Donc j'ai pu participer à une marche, la marche pour l'Europe. D'accord. Et qui avait pour but de célébrer l'unité, enfin l'Europe, donc l'unité, les traités de Rome qui ont fondé l'Union européenne. D'accord. Donc il y a eu les 28 chefs d'État européens qui se sont retrouvés à Rome, 27 d'ailleurs parce que déjà à l'époque l'Angleterre n'a pas participé. Mais en participant à cette marche, ma présence a suscité beaucoup d'intérêt parce que j'étais photographiée par plusieurs journalistes et donc j'ai apparu dans plusieurs journaux sans que mon nom ne soit mentionné. Juste le fait qu'une femme voilée et habillée des couleurs de l'Union européenne, ça a interpellé. Et donc on a utilisé cette image dans plusieurs journaux et moi ça m'avait déjà interpellée parce que je me suis dit mais je suis européenne, ma mère est italienne, mon père a immigré en Italie à l'âge de 30 ans et il a vécu en Italie toute sa vie et on se sent européen. Et moi en tant que fille d'immigrés née en Italie et émigrée en France, c'est l'unique c'est cohérent pour moi de m'identifier ainsi, mais ce n'est pas le cas pour les autres. Donc dès le début j'ai compris qu'il y avait un besoin de montrer qu'on peut faire partie du projet européen, qu'on fait partie de cette société et que notre place ne doit pas être questionnée. D'ailleurs certains journaux avaient aussi utilisé cette image pour parler de migrants, d'immigrés, du futur de l'Europe, des réfugiés, alors que je ne suis pas une réfugiée, pas du tout. Donc ouais, c'était intéressant et c'était un début de ma prise de conscience et de mon engagement au niveau européen. D'accord. Et puis ça a continué quand j'ai commencé à prendre la parole du coup au Parlement européen, dans la même année, c'était en 2017, et j'avais participé à la Convention européenne de la jeunesse, des jeunes, et j'ai pu encore me confronter avec des jeunes de toute l'Europe. Comment t'expliques que tu as eu accès à... En fait, justement, moi je suis quelqu'un qui ose. Et c'est ce que je encourage toujours les jeunes à faire. Moi j'ai toujours essayé de postuler, quand il y avait des appels à candidature, j'ai envoyé ma candidature et pourtant j'ai eu si je dois compter les échecs que j'ai eu plus d'échecs que de réussites. Mais c'est parce que je n'ai pas baissé les bras et que je me suis dit, bon, j'ai pas eu ce projet-là, j'ai pas eu cette candidature-là, je vais essayer encore. Et c'est vrai que des fois ça a marché. Et puis, en fait, dans tous les programmes où je prépare, j'ai postulé. Et du coup, au Parlement, tu as postulé pour parler, pour intervenir? J'ai postulé pour représenter l'Italie à ce débat qui a eu lieu pendant quelques jours, je pense que c'était 3 jours, où des jeunes de toute l'Europe et aussi en dehors de l'Europe se sont réunis pour écrire une constitution citoyenne où ils demandaient des priorités et qu'ils voulaient une Europe plus positive. Donc on a fait nos recommandations sur plusieurs thèmes. C'était important pour moi parce que souvent je me retrouvais à débattre sur des questions comme la sécurité, la défense, la protection, la migration, avec des personnes qui avaient peur de la diversité, ou avaient peur ils avaient peut-être d'autres parcours, venaient de pays où la migration n'est pas un fait très courant, comme les pays d'Europe de l'Est. Et donc de parler avec ces personnes-là, c'était pour moi important de montrer que
il y a une narrative, ou en tout cas un message autre que celui-ci, et donc de porter un vote pour ceux qui n'étaient pas présents sur la table des décisions, en tout cas sur la table des débats. Quels étaient les critères d'admission pour au Parlement notamment? Comment ça s'est passé? Bon, pour ce projet-là, qui d'ailleurs avait été organisé par les Jeunes Européens de France, c'était un programme organisé par eux. En fait, souvent, c'est une candidature où il faut lister ses expériences, répondre à des questions précises où on explique nos raisons, notre engagement européen. Donc, c'est des questions, c'est un formulaire qu'il faut remplir, et souvent, c'est en anglais. D'ailleurs, j'ai vite pris conscience du fait que apprendre l'anglais et pouvoir le maîtriser, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel si je voulais avoir accès à des plateformes internationales. Et donc, oui, c'était pouvoir convaincre à travers à la fois l'expérience qu'on a, mais aussi l'ambition qu'on a, puisque il faut le dire, moi à l'époque j'avais 18-19 ans, j'avais pas non plus tellement d'expérience encore, et puis c'était aussi une façon de dire peut-être j'ai pas accès à l'expérience, mais j'ai cette ambition-là, j'ai une vision d'une Europe plus inclusive, j'ai une vision d'une Europe plus différente, où les personnes ne soient pas discriminées pour leur choix ou pour leurs origines. Donc c'était l'enjeu. Super. Ensuite, tu es revenu en France. Y a-t-il d'autres événements avant ça? Oui. En Italie? En Italie, du coup, j'ai pu participer à une compétition encore où j'avais postulé à Rome, toujours. C'était une compétition à la FAO et c'était organisé par l'Association italienne pour les Nations Unies et j'avais gagné le 2e prix. Et ce prix m'a permis de faire un master à Rome dans cette école qui s'appelle SIOI, c'est la Société italienne pour l'organisation internationale en Italie. Et en fait, j'ai pu bénéficier de ces cours par des diplomates, par du personnel du ministère italien, des ambassadeurs de Russie, de plusieurs pays, et aussi participer par exemple à un événement où j'ai pu débattre avec l'autre commissaire pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, qui pour moi était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Donc c'était une chance de me retrouver à Rome au même moment où il était là et de prendre la parole et de l'interpeller. Et donc c'est vrai que l'année à Rome, pour moi, ça a été vraiment, à Rome et en Italie, en tout cas j'étais en Erasmus, ça a été un changement et une prise de conscience à la fois du potentiel qu'on peut avoir en tant que jeune, et puis ça m'a donné confiance en moi pour pouvoir aller de l'avant et prendre des risques et entreprendre des initiatives. Donc à ce moment-là, tu as 19 ans, 20 ans? J'avais 19 ans. Ok. Tu passes 1 an en Italie? Oui. Tu reviens à Bordeaux? En fait, il faut aussi dire que parce que j'avais commencé à m'engager un petit peu au niveau du Parlement européen et d'initiatives européennes, j'avais aussi postulé la même année pour un projet, en tout cas pour un programme à Bruxelles. D'accord. Sur la paix et la sécurité. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner plus, à comprendre plus les enjeux au niveau des Nations Unies. Et je suis rentrée en contact et puis j'ai intégré une association qui s'appelle United Natural Government Peace Builders. C'est une organisation qui est basée à La Hague, en Hollande, et ils ont été les promoteurs de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix, les jeunes, la paix et la sécurité. Et donc ils ont joué un rôle essentiel au niveau international, et pouvoir intégrer leur équipe, ça a été vraiment un grand changement dans mon parcours. Et aussi ça a pu mettre un contexte politique et un contexte légal dans mon engagement social. C'est-à-dire que avant, je me battais pour les mêmes causes, pour l'inclusion, la paix et la diversité. Mais à ce moment-là, en ayant un document officiel d'un Conseil de sécurité, ça me permettait d'avoir plus de crédibilité au niveau de mon plaidoyer auprès des institutions. Et puis j'ai intégré du coup la European Youth Advocacy Team. C'est donc la section européenne de ce groupe de jeunes qui œuvrait pour adopter cette résolution au niveau de l'Union européenne. Et
c'est vrai que le travail de advocacy, de plaidoyer, c'est un travail dont on ne voit pas forcément les résultats tout de suite concrètement, puisque c'est un travail d'influence et de stratégie, mais ça m'a permis beaucoup de grandir, de comprendre comment marchent les institutions européennes. D'accord. Et puis de travailler avec Ça, eux. c'était en parallèle des études. En parallèle de mes études, ouais. Et comment tu gérais ça à distance? On avait des Skype calls, on avait des appels à distance, et puis on se retrouvait à Strasbourg, par exemple. Et oui, d'accord. Ouais. Et justement, ça s'appelle l'UNOI, ça? UNOI. UNOI, ok. Est-ce que tu as pu mesurer l'impact un peu pendant cette période de vos actions? Déjà, on a pu avoir cette résolution endorsed, donc adoptée par le Conseil européen, qui pour nous est un grosse réussite parce que ça veut dire que que l'Union européenne a reconnu que même en Europe où en apparence on vit dans des sociétés paisibles, il y a un besoin d'amener la paix, il y a un besoin de faire en sorte que les formes structurelles de violence soient prises en compte et que un travail d'inclusion sociale soit fait. Et puis en travaillant avec eux, j'ai pu créer un partenariat. D'ailleurs, quand je suis revenue à Bordeaux, créer un partenariat, j'ai pu créer un partenariat entre cette organisation-là et le YoFest, European Youth Event, c'est-à-dire c'est la rencontre européenne des jeunes qui a lieu tous les 2 ans au Parlement européen. D'accord. C'est un événement qui compte plus de 8000 jeunes qui prennent part à cette initiative. Et puis, ça se passe tous les 2 ans. Et puis, à chaque édition, il y a un YoFest, qui est le plus grand festival politique des jeunes, qui se passe en parallèle, et en tout cas dans les prémices du Parlement, et qui est organisé par les jeunes. D'accord. Donc, j'ai pu intégrer l'équipe et travailler en tant que coordinatrice de projet où je m'occupais de paix et sécurité. C'était un partenariat officiel entre les 2 organisations, mais j'étais en quelque sorte chargée de coordonner cette collaboration. Et puis je me rendais, je me suis rendue à plusieurs fois à Strasbourg pour des réunions et pour organiser cela. Et en parallèle de ça, j'ai voulu amener une délégation de jeunes, puisqu'on avait une trentaine de places réservées. De la France? Justement, j'ai voulu faire en sorte que les personnes qu'on invite, c'était soit des personnes qui normalement n'auraient pas les moyens de participer à ce type d'événement, donc soit des jeunes de quartier, soit des jeunes fils d'immigrés, à la fois de France et d'Italie. Et du coup, j'ai pu à la fois amener un groupe de jeunes venant de Bordeaux, Grenoble et quelques-uns d'Italie, qui me suivent sur les réseaux sociaux et avec qui j'étais rentrée en contact. Et puis, j'ai pu mettre en lien une association parisienne de banlieue qui a été aussi sponsorisée, donc un groupe de 10 jeunes qui sont venus de Paris, donc, qui ont pu participer grâce à Quand tu dis participer, c'est écouter ce qui se passe. Ça veut dire que cet événement, il a lieu 2 jours. Au Parlement européen, il y a des centaines de débats qui ont lieu, et du coup 8000 jeunes de toute l'Europe et aussi du monde entier. Et donc ils ont pu participer au débat et présenter leur association dans une séance, dans une plénière au Parlement européen. Et oui, donc c'était... Super. Oui. Ensuite, du coup là, il s'en est passé des choses ensuite. Tu es parti à New York, il me semble. Oui. C'était après ça? Oui, c'était après ça. Donc après cette initiative-là, c'est vrai que j'avais comme ambition je voulais voir comment les Nations Unies fonctionnent. Je voulais voir si c'était le parcours qui m'intéressait le plus, ou si c'était une carrière que je pourrais envisager dans le futur. Et puis je savais que plusieurs activistes que je suivais sur les réseaux sociaux, ou en tout cas avec qui j'étais rentrée en contact, étaient souvent à New York pour des événements aux Nations Unies, et je voulais les rencontrer. Donc, par exemple, Ala Mourabit, qui est une advocate, c'est une autre commissaire pour les Nations Unies, et c'est une femme libyenne et canadienne. Et pour moi, c'était vraiment un modèle de vie. Et d'ailleurs, j'ai pu la rencontrer quand j'étais sur place. Et on a pris juste un café très vite fait avant qu'elle reparte. Mais ça m'a permis ensuite d'intégrer un groupe
des jeunes qu'elle a coachés, donc de retourner à New York, cette fois invitée par elle, et de travailler avec des experts sur mon futur, sur mes futurs projets, et avoir vraiment un coaching ciblé et individuel. Oui. On était 15 jeunes, mais oui, c'était... Ouais. Donc voilà, mon expérience à New York, c'était à la fois dur à préparer, puisque New York, ça a un prix, et j'ai décidé de travailler pendant toute l'année où j'étais à Bordeaux, en parallèle de mes études. Sans savoir si tu avais été acceptée. Sans savoir si j'avais été acceptée, mais surtout sans savoir si j'aurais pu avoir les moyens d'y aller finalement. Ouais. Et puis c'était vraiment un sacrifice que j'ai voulu faire, et malgré que le fait que je gérais ce programme au Parlement européen, que j'étais engagée au niveau de mon école, j'avais cofondé une organisation, une association à Sciences Po Bordeaux, et que j'ai travaillé en parallèle, j'ai fait ce sacrifice parce que je savais que ça valait la peine. D'accord. Et donc je suis arrivée à New York, c'était une très belle expérience. J'ai pu rencontrer des chefs d'État et puis travailler à l'Assemblée générale des Nations Unies, et ça m'a ouvert beaucoup l'esprit. Ça m'a aussi fait comprendre que peut-être la carrière diplomatique n'est pas faite pour moi, puisque je me vois beaucoup plus dans la liberté de pouvoir m'exprimer pour des causes sociales qui me passionnent, sans devoir peut-être rendre compte à un État ou à suivre une certaine ligne politique ou étatique. Donc voilà, c'était important comme expérience, et j'en suis contente. Et puis ça m'a permis surtout de prendre la parole aux Nations Unies, en parallèle de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec dans un panel sur le leadership des femmes, avec notamment la ministre des Affaires étrangères française, Marlène Schiappa. Et pour moi, c'était une occasion unique qui m'a été donnée parce que je faisais partie de Women Deliver Young Leaders. C'est un programme où j'avais été acceptée, et je pense que j'aurais jamais eu l'occasion de pouvoir débattre avec une ministre française en dehors dans un autre contexte, en tout cas en France. C'est toujours pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, en dehors du contexte national, on a plus d'opportunités d'engagement politique qu'au niveau national. Et en tout cas, pour moi, ça a été un succès, puisque juste après, ça m'a permis d'être invitée à Nairobi par UN Women et d'intégrer le groupe de Gender Innovation Agora, avec qui je travaille toujours, donc des UN Women, des Nations Unies pour les femmes. D'accord, super. Donc ça, c'était l'année dernière? En gros, en fait, toujours en 2018, juste après les Nations Unies, juste après New York, je suis partie à Nairobi pour cet événement avec UN Women, et en même temps, on finançait quand même un petit peu au bout d'un moment, t'invitais. Oui. Ça commence à faire cher. Là, oui, là, on m'a invité, et oui. D'accord. C'était, pris en charge. Oui, c'est pris en charge. Mais juste après, j'ai été invitée en Éthiopie, parce que j'ai été acceptée pour intégrer le groupe Afrique et Europe, donc Union africaine et Union européenne, pour la coopération des jeunes. Donc ça s'appelle AU EU Youth Hub. Et en gros, c'est un programme qui a été initié par les jeunes, et puis ils ont formulé leurs recommandations aux deux institutions européennes et africaines, qui se sont mis d'accord et se sont retrouvés ensemble pour sélectionner 42 jeunes d'Afrique et d'Europe, et je faisais du coup partie de ces 42. Mais encore une fois, et je souhaite le préciser, j'ai postulé à cette initiative, j'ai envoyé un CV, tout un formulaire, une vidéo. D'accord. Une vidéo où j'expliquais mes motivations, et donc encore une fois, je le dis parce que je souhaite souligner qu'il faut faire l'effort d'aller chercher les opportunités. Ces opportunités ne vont pas arriver du ciel, je veux dire. Il faut oser. Et encore une fois, j'avais osé. Je me suis retrouvée du coup à l'Union africaine, à Addis Abeba, en Éthiopie, en travaillant avec les deux diplomates. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je me retrouve à Paris, au Paris Peace Forum, dans ce cadre-là. Forum de la paix. Forum de la paix, invitée en tant que jeune experte de ce groupe Afrique-Europe. On y reviendra juste après, mais tu as été nommée, il me semble, jeune européenne de l'année. Donc c'est récent, c'était cette année, en février-mars. Oui. C'était
en conséquence de quoi? Donc j'ai été nommée par un de mes collègues avec qui j'avais travaillé au Parlement européen, au European Youth Event, à la rencontre européenne des jeunes. Et donc il m'a nommée et au début je devais comparaître devant un jury. On était 5 finalistes, donc je me suis rendue à Berlin. Et devant ce jury, j'avais 30 minutes d'entretien où je devais expliquer mon ambition pour une Europe meilleure. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, les 30 minutes ont duré 40 parce qu'ils étaient très curieux et très contents de me connaître. Et donc, voilà, quelques jours après, on m'a appelée pour me dire que voilà, j'étais l'heureuse gagnante de ce prix. Incroyable. Ça fait polémique. Ça fait polémique, oui. En France? En France et je dirais même au niveau européen, enfin c'est vrai que ça a eu plus de visibilité en France, mais j'ai reçu des critiques en anglais, en plusieurs langues, donc je pense que c'est pas que au niveau français. Comment tu as réagi face à ça? Les premiers jours, c'était fatigant et surtout, j'ai même pas eu le temps, malheureusement, de process, j'ai même pas eu le temps de digérer tout ça. Ouais, j'ai même pas eu le temps de digérer parce que le même jour où j'étais attaquée sur les réseaux sociaux, notamment par certaines personnalités politiques, j'ai été à des funérailles de 2 jeunes qui étaient morts dans mon quartier, enfin à côté d'où je vis, pas dans mon quartier, mais dans un quartier juste à côté, en tout cas dans ma ville. Et c'était des jeunes, des amis de mon frère, des amis de famille, un âgé de 17 ans et l'autre de 19. Et c'est vrai que j'oublierai jamais le jour où j'étais attaquée sur les réseaux sociaux par certaines personnalités politiques. J'étais à ces funérailles, quoi. Et l'après-midi, je marchais, j'ai participé à une marche pour marche blanche pour la paix, parce que ces 2 jeunes avaient été tués lorsqu'ils s'échappaient de la police en scooter. Et donc pour moi c'était d'autant plus symbolique et ça m'a donné encore plus d'espoir et de motivation de me dire voilà, c'est pour ça que je me bats et c'est pour ça que je porte ces valeurs de paix et d'inclusion en Europe, parce que j'ai envie que ces jeunes aient un autre parcours et qu'ils se sentent inclus et qu'ils ne se retrouvent pas à faire face à des violences ou à faire face à la criminalité ou à l'exclusion sociale ou à d'autres formes de discrimination ou de violence qu'on peut voir dans la société. Donc pour moi, c'était symbolique. Et le fait qu'on s'attaque à moi et qu'on remette en doute finalement même mon identité en tant que citoyenne européenne, juste pour mon apparence, c'était clairement à cause de ton apparence, oui. ta religion et ton voile. Oui, parce que quand on regarde mon parcours, je ne me suis jamais positionnée politiquement, religieusement même. Enfin, je veux dire, j'ai toujours eu un engagement social, apolitique et religieux. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, le fait qu'on s'attaque à moi juste pour mon apparence, sans me citer, hein, on ne m'a même pas cité, on a pris ma photo et on en a fait un objet de propagande finalement pour les élections. Donc oui, pour moi c'était ridicule. Et puis ça m'a montré qu'il y a un grand travail à faire. Comment est-ce que tu as rebondi? C'est vrai que 1 semaine ou 2 semaines après, je devais partir à New York pour mon training, ma formation avec Ala Mourabit, donc aux Nations Unies c'était. Et j'étais entourée d'activistes du monde entier qui m'ont soutenue. Mais surtout, c'est vrai que avec du recul, moi, je pensais être forte et je pense que je l'ai été. Mais avec du recul, ça m'a beaucoup fatiguée comme polémique. Et donc, j'ai pris quelques mois, je suis partie, je devais partir en stage, je suis partie en stage à Barcelone. J'ai décidé de faire un stage dans une ONG. Je voulais me ressourcer, d'être dans un contexte autre que peut-être celui français. Et j'avais envie de changer d'air. Mais j'ai quand même dû rebondir parce que j'ai dû prendre la parole. J'ai commencé à être invitée à plusieurs reprises à Bruxelles, à Berlin, aussi à Barcelone. J'ai pris la parole. Et donc, quel domaine? Toujours dans le domaine de l'inclusion, de l'Europe. Bon, c'était dans le contexte des élections. Donc, c'est un malin, on t'a invité. Oui. D'accord. Oui, on m'a invité. Et puis donc, ouais, je me suis rendue
Et puis j'ai été nommée en juin dernier jeune leader pour la Commission européenne, pour les journées de développement, les journées européennes du développement. Et donc, c'était encore enfin une opportunité d'avoir accès aux médias. J'ai pris la parole pour des journaux tels que Le Monde, El Mundo, El País, La Repubblica, c'est le journal principal italien. Tout ça, c'est des journaux italiens. Européens, italiens, espagnols, allemands, Vice Germany, MTV Germany. J'ai pris la parole dans plusieurs journaux du coup. Journaux français? Journaux français, non. Je pense que j'ai parce que c'est vrai que quand il y a eu quand j'ai été attaquée au début, juste après les jours qui ont suivi le fait que j'ai gagné le prix, quand ont suivi ma publication de prix, j'ai refusé les interviews parce qu'on voulait juste parler du fait que j'étais attaquée par X, Y personnes, et je voulais pas nourrir la polémique et en tout cas donner du crédit à ces personnalités-là. Donc j'ai refusé les interviews télé, j'ai refusé les interviews même écrites. Il y a eu des journaux qui ont parlé de cette histoire, mais voilà, les interviews où je parle de mon parcours, c'était très limité. Moi, je les ai refusées au début, et puis avec le temps, c'était plus au niveau européen. J'ai eu une interview télé avec une chaîne belge. C'est tout. Ok, cool. Le dernier événement auquel tu es participé, c'est celui qui a débuté hier et s'est terminé aujourd'hui. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Tu as été speaker. Oui. Donc tu as parlé pendant cet événement. Bon, alors c'est la deuxième édition du Forum de la paix organisé par le président Macron. L'année dernière, il a réuni une soixantaine de chefs d'État, et cette année un peu moins, puisque l'année dernière c'était le centenaire de l'armistice. Donc je pense que ça fait plus de bruit, et puis c'était la première édition. Mais c'est vrai que cette année aussi, il y a eu quand même beaucoup de monde, et pour moi c'était important d'y participer. Déjà parce que j'étais invitée en tant que membre de ce groupe de jeunesse entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est un événement international. Oui, c'est un événement international. Et d'ailleurs, nous, l'année dernière, on a gagné un prix, notre organisation. Donc c'est pour ça que cette année, on était invités. Et pour moi, c'était encore d'autant plus symbolique, puisqu'il y a tout juste quelques jours, il y a eu une marche historique contre l'islamophobie. Et le fait qu'on ait un forum 2 jours après sur la paix, alors qu'on a des soucis de conflits et des divisions au sein même de notre société, pour moi c'était important de le souligner. Donc moi, j'ai pris la parole aujourd'hui, et j'ai mentionné ça. J'ai mentionné le fait que nous ne pouvons pas parler de paix et être crédibles et penser pouvoir convaincre nos partenaires internationaux lorsque nous n'arrivons même pas à résoudre nos soucis chez nous. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Quels ont été les grands moments de ce forum? Il y a eu donc des chefs d'État qui ont pris la parole. Notamment nous, j'ai pu rencontrer l'ancien Premier ministre italien, Enrico Letta, qui est d'ailleurs le doyen de Sciences Po à Paris. Et on a pu rencontrer la nouvelle présidente élue de la Commission européenne et échanger avec elle. Les grands événements, il y a eu aussi, juste tout à l'heure, avant que je te rencontre, j'ai pu m'entretenir avec Youssou N'Dour. C'est un artiste africain très connu. Et donc, il nous a écoutés, on a pu pitcher nos projets. Puisque c'est vrai que, alors, il faut que j'explique un peu plus dans les détails ce programme entre l'Afrique et l'Europe. Pour la première fois, non seulement on a réuni ces jeunes experts, en leur donnant un budget de 10 millions d'euros, quand même. Par l'Union européenne et l'Union africaine. On leur a permis de développer 7 projets sur 6 différents thèmes. Moi, je m'occupe du thème lié à la paix et à la sécurité, mais il y a aussi l'éducation, la gouvernance, le business et la culture. Et en tout cas, on a pu développer ces projets l'année dernière à Addis Abeba quand on s'est rencontrés. Et puis, ces projets, aujourd'hui, on a sélectionné des membres de la société civile, des associations de la société civile qui vont les implémenter. Et c'est des projets concrets qui vont être financés avec ces 10 millions d'euros, qui vont avoir un impact concret. Et donc, pour nous, c'est d'autant plus
important de se dire que pour la première fois, 2 institutions ont inclus des jeunes dans le processus de développement du projet, évaluer le projet, suivre l'implémentation. Donc c'est tout à fait unique, la valeur qu'on nous a donnée et le rôle qu'on nous a donné en tant que jeunes experts. Donc c'est ce qu'on a pu présenter aujourd'hui et hier au Forum de la paix. Cool. Donc ça, tu fais tout ça en parallèle, encore une fois, tes études. Oui. Oui. D'ailleurs, je me trouve ce semestre en Californie pour mes études. Et encore une fois, c'était un projet que j'avais depuis que j'étais au lycée. Moi, quand j'ai été acceptée juste à l'oral de Sciences Po Bordeaux, je ne savais même pas encore que j'allais intégrer cette école. Mais je me suis dit, je dois me renseigner sur les masters. Donc, j'ai ouvert les masters et j'ai découvert ce master qui était un master en relations internationales entre Sciences Po Bordeaux et une université en Californie. Et Laquelle? Middlebury Institute of International Studies. D'accord. Et je me suis dit, c'est ce master que je veux. Donc, j'étais en terminale à l'époque et je savais qu'il y avait 10 places, que c'était très, très, très sélectif, très difficile à intégrer, mais je le voulais et puis... Quelle raison? Je l'ai eu. Donc, quoi de particulier ce master? En fait, c'est une école qui a un programme de foreign policy, de politique étrangère parmi les 25 meilleurs au monde. C'est une école qui coûte extrêmement cher et nous, on ne la paye pas parce qu'on est partenaire avec Sciences Po Bordeaux et on y passe juste un semestre. Mais de pouvoir étudier là-bas, de pouvoir y vivre sans devoir payer rien que les frais qui s'élèvent à, je pense, à plus de 20 000 euros à l'année, pour moi, c'était vraiment une chance. C'était vraiment une chance. Et donc, j'ai pu avoir des cours très pratiques. C'est ce qui m'a plu. Sur la gestion d'organisation, sur le leadership, sur l'analyse de data, sur la collecte de fonds. Donc, c'était très intéressant. Et je suis contente d'y avoir étudié. Et puis, j'y suis encore jusqu'en décembre. Oui, je retourne les prochains jours. Oui. Super. Tes parents t'ont toujours soutenu dans ce que tu faisais? Oui. Ça a joué un rôle important? Oui. Franchement, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu me soutenir peut-être autant au niveau financier, puisque ma mère elle ne travaille pas et puis c'est pas toujours évident pour mes parents, mais ils m'ont toujours soutenu au niveau en tout cas moral. Ils ont toujours compris pourquoi tu t'investissais, parce que c'est pas commun de s'investir autant, de voyager, surtout pour une femme musulmane. Oui. C'est vrai qu'au début, peut-être ils avaient peur pour moi du fait que oui, je voyageais beaucoup, mais ils m'ont toujours soutenu en tout cas. Même si peut-être ils appréhendaient certaines de mes initiatives, ils ont jamais été contre, et au contraire, surtout mon père, lui aussi il voyage pas mal pour son travail et entre le Maroc et la France et l'Italie. Et je pense que c'est de lui que j'ai pris cette énergie, cette dynamique de pouvoir aller de l'avant. Et oui, il m'a toujours motivée. Donc, je le remercie d'ailleurs. C'est grâce à lui que j'ai pu avoir cet élan. D'ailleurs, c'est lui qui m'a motivée à aller à New York. Il m'a dit, Yasmine, vas-y, je t'aiderai à trouver le stage, etc. Et bon, finalement, je l'ai trouvé. Mais c'est vrai qu'il m'avait dit, prends le vol. Au pire, tu fais juste une vacances d'une semaine, 2 semaines et tu reviens. Et finalement, bon, j'ai trouvé mon stage. Mais c'est lui qui m'a encouragée. Super. Est-ce que tu as, dans toutes tes expériences, tu as rencontré des femmes voilées qui participaient, qui faisaient le même genre de choses que tu faisais ou pas du tout? C'est vrai que bon, c'est pas très commun. Une femme musulmane, pas forcément voilée. Oui. Des femmes musulmanes, oui. Surtout des pays en voie de développement, en tout cas. Oui. Plusieurs. Après, femme voilée, par exemple, Ala Mourabit, elle l'est. Et oui, c'est... Après, c'est pas forcément... Enfin, je pense que c'est plutôt un fait qu'un engagement qu'elles portent. C'est un choix peut-être personnel qu'elles ont. Mais en tout cas, ce qui m'inspire, c'est que souvent, elles sont très sûres d'elles et très... oui, elles s'engagent sur plusieurs domaines et oui, j'en ai connu pas mal. Quels ont été les plus gros challenges pour toi ces dernières années? Le gros challenge, moi, c'est surtout d'arriver à la fois à faire entendre non seulement ma voix, mais la voix des femmes qui ne peuvent pas être entendues et des jeunes qui ne peuvent pas être entendus, et
à la fois que cette voix c'est représentative de leur volonté. C'est-à-dire que c'est bien beau de prendre la parole auprès d'institutions. Moi, j'ai pu du coup consulter pour la Commission européenne, pour l'External Action Service, pour l'Union pour la Méditerranée, mais pour UN Women. Mais si finalement ce que je porte comme voix ne les représente pas, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, c'était aussi de m'assurer que c'était cohérent, mon travail. Et puis, toujours garder ce lien, ce contact avec le local. D'ailleurs, là, et par mes études et pour mon engagement, je suis souvent à l'étranger. Et je ressens un besoin de revenir là où tout a commencé, en tout cas au niveau local. Et je le fais souvent. Chaque fois que je rentre à Grenoble, j'échange avec des jeunes et avec des acteurs locaux. Mais c'est vrai que dans un futur, j'aimerais beaucoup m'investir au niveau enfin de revenir au niveau local en tout cas, et de pouvoir de pouvoir être là pour les personnes pour qui je me suis battue dès le début. Il y a une polémique récente au niveau du voile, comme tout le monde le sait. Comment est-ce que tu as... T'étais pas en France à ce moment-là? Non. Donc tu as vécu ça de loin? Oui. Comment est-ce que tu as réagi face à ce débat? Franchement, je recevais des appels d'amis en France en pleurant. Enfin, j'avais des amis qui ont pleuré de cette situation et ça m'a beaucoup frustrée. Je me sentais à la fois impuissante pendant au moins une semaine et demie. Et c'est vrai que, déjà, quand il y a eu l'histoire de l'affiche de la FCPE, il y a un mois, ils avaient publié une affiche où ils défendaient le fait que les mamans accompagnatrices volées aient le droit d'accompagner leurs enfants. Et ça avait déjà commencé à faire... C'était bien avant que la femme, je pense, à Hanan, au Parlement, au Conseil régional, soit attaquée. C'était 2 semaines avant. Déjà, c'était à ce moment-là, avec un collègue, on avait choisi d'écrire un article. On a écrit un article où on défendait le droit des femmes de s'habiller comme elles le souhaitent. Et on n'a pas publié, finalement. On a dit, bon, laissant tomber l'histoire, peut-être ce ne sera pas le bon moment. Et puis 2 semaines après, il y a eu cette histoire avec cette femme qui a été attaquée au conseil régional. Et là, ouais, on a vraiment essayé de le publier. D'ailleurs, il a été publié par Mediapart. Et pour nous, c'était... malgré au-delà de ça, je souhaitais vraiment donner la parole aux premières concernées. Il y a eu 85 débats qui ont eu lieu sans qu'une seule femme soit télévisée. Ouais, soit interpellée. Bon, en tout cas, pendant la première semaine où il y a eu les débats, après il y a eu 2 femmes qui ont été interviewées, mais bien après donc, que le dégât soit fait. Et donc moi j'ai lancé une campagne appelée Écoutez les femmes, #Écoutez les femmes, où j'ai demandé aux femmes Déjà, j'ai demandé à ce qu'on nous respecte dans nos choix, de s'habiller comme on le souhaite, de porter un voile ou de ne pas le porter. Et puis j'ai interpellé les femmes et je leur ai demandé de prendre la parole et de m'envoyer des vidéos où elles disaient mon choix m'appartient, mon corps m'appartient et ma liberté m'appartient. Et puis de prendre de la parole pour dire combien elles sont fatiguées de cette histoire, de ces débats. Et donc il a eu 40 000 vues sur Twitter. Et puis j'ai reçu pas mal de vidéos. C'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui m'ont contactée et qui ont partagé leur appréhension à apparaître dans une vidéo. Donc peut-être que c'était pas le meilleur format. Donc il y en a qui n'osaient pas, qui avaient peur des conséquences, parce que c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je publie des choses un peu soit controversées, en tout cas qui ne font pas l'unanimité, je me prends plein d'insultes et de critiques. Et moi j'en suis habituée, mais peut-être d'autres femmes ne le sont pas, et je le comprends et je le respecte. Mais du coup j'ai reçu pas mal de vidéos, on a pu les republier, et oui, c'était ma façon à moi, dans mon petit coin, malgré le fait que j'étais loin, de contribuer au débat. Après, j'ai été invitée par 2 journaux, mais j'ai refusé. Français. Oui, déjà, j'étais pas en France, et puis ils m'ont redemandé pour cette semaine, mais je trouvais que c'était trop tard. Des femmes ont déjà pris la parole et ont très bien défendu notre cause, et pour que je vienne et que je redise les mêmes choses et qu'encore on me recritique sur mes choix, non, je pensais que c'était pas la peine, donc j'ai pas accepté cette semaine-là. Puis je suis là dans un autre contexte à Paris et je porte un message qui est
bien plus grand que juste ce que je porte comme vêtements ou comme voile ou comme voilà. Je pense que nous, en tant que femmes et jeunes femmes, voilées ou pas, on a un rôle qui va au-delà de juste notre apparence, mais un rôle qui peut être positif dans la société. Et c'est un potentiel gâché, le fait de nous discriminer, de nous exclure de certains espaces. Qu'est-ce que nous voulons construire quand on prive une mère d'accompagner son fils à une sortie scolaire? C'est-à-dire que on se dit, tu existes dans la société, mais en dehors de ça, on ne veut pas te voir. C'est-à-dire, tu existes, tu as le droit d'exister, parce que on ne peut pas te priver de porter le voile en dehors de l'école, mais à l'école, on ne veut pas te voir parce que ça nous frustre. Alors, ça veut dire que que nous acceptent pas finalement. Et c'est très violent, c'est très violent. Alors, je comprends qu'il y a des lois qui régissent notre société, et donc quand on représente une institution publique, on ne peut pas le porter. Quand on est au lycée, moi j'ai dû l'enlever, c'est comme ça, c'est la loi. Mais en dehors de la loi, donc quand on respecte cette loi, en dehors de ça, on a tout à fait le droit de porter un foulard. Et donc je pense que ces débats ne devraient même pas avoir lieu. Et c'est dommage qu'on en revienne encore à en parler et qu'on en fasse le bouc émissaire finalement, alors qu'on a bien d'autres problèmes à régler. Est-ce que tu penses que ça, c'est une attaque contre les musulmans ou bien juste contre le voile? Je pense qu'il y a un problème plus général au-delà du voile, dans le sens où, et ce n'est pas au hasard qu'il y a eu cette marche contre l'islamophobie dimanche dernier, puisque oui, il y a une vraie fracture entre nos concitoyens à la fois de confession musulmane et non. Mais en tout cas, c'est vrai que même si dans plusieurs contextes, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on entend dans les médias, c'est peut-être même pas à 100%, enfin, c'est pas du tout d'ailleurs la réalité. Et en fait, souvent, les divisions qu'on nous présente, les problèmes qu'on nous soulève, ne posent pas problème au niveau quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai témoigné de plusieurs contextes où des personnes vivent paisiblement dans le respect de l'autre. Mais puisque on entend à chaque fois qu'il y a un problème avec certaines personnes, minorités, musulmans, etc., on en fait un débat, et puis les gens ont peur, et puis ça engendre des drames comme l'attentat qu'il y a eu à la mosquée de Bayonne. Donc oui, c'est important de lancer, mais aussi de demander à ce qu'un dialogue puisse avoir lieu. Tu penses que c'est la meilleure des solutions pour améliorer la situation? Je pense que quand je parle de dialogue, moi dans mon ambition, j'aimerais bien qu'il y ait un dialogue au niveau local et national entre les citoyens. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont peur de l'autre, entre guillemets. Quand je dis l'autre, c'est-à-dire d'une personne en apparence musulmane, parce qu'il y a des personnes qui sont juste peut-être arabes mais qui ne pratiquent pas l'islam, mais qui sont discriminées aussi. Donc il faut qu'on discute de ces peurs, il faut qu'on comprenne la source de ces peurs, et qu'on essaie de trouver un peu un dialogue. Je pense que c'est la première étape si on veut amener un changement dans nos sociétés. D'accord. Ça fait partie de tes combats? Oui. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est vrai que j'ai pu travailler pour que ce dialogue ait lieu plus au niveau européen. J'ai pu parler d'inégalité, de migration. C'est plus facile au niveau européen que français. De contrer l'extrémisme violent en toutes ses formes, à la fois d'extrême droite et inspiré d'idéologies religieuses. Je me suis battue pour qu'on fasse, un vrai travail au niveau institutionnel et social, au niveau européen. Mais oui, au niveau français, c'est plus difficile. C'est plus difficile d'être écouté au niveau national quand on ne veut même pas reconnaître qu'il y a un problème, de discrimination, qu'il y a un problème d'accès aux
d'égalité des chances, d'accès aux opportunités, discrimination à l'emploi, un problème urbain et social, donc une disparité dans l'accès aux études aussi. Donc il y a plusieurs, enfin c'est ça pour moi les vrais soucis qu'on n'a toujours pas réglés et où on ne trouve pas de solution. Alors est-ce qu'on doit parler d'échec social, d'échec de modèle social, puisque aujourd'hui on a un modèle qui n'arrive pas à donner les mêmes opportunités à tous. Alors on a un modèle élitiste, oui. Je pense que les solutions doivent venir d'où? Niveau étatique, oui, ça fait 1 an qu'il y a aussi la crise des Gilets jaunes. Et pour moi, c'est emblématique et ça montre combien les personnes de classe moyenne, modeste, se sentent totalement détachées des institutions et ils veulent que leurs paroles soient prises en compte et ils veulent que des vraies politiques soient mises en place pour contrer ces inégalités. Donc oui, il faut une réponse au niveau institutionnel français. Super. On arrive à la fin de ce podcast. Juste quelques dernières questions pour terminer. Quels sont tes objectifs à l'avenir? Est-ce que tu as des goals, des objectifs pour les prochains mois, prochaines années? Oui. Au niveau de l'activisme surtout? Oui. J'aimerais bien apporter une réponse concrète et mesurable à ces soucis que j'ai listés aujourd'hui et surtout à l'accès aux opportunités pour les jeunes issus de l'immigration, en tout cas des quartiers populaires et comment en créant une entreprise sociale. Donc j'aimerais bien travailler à la fois dans le privé et dans le social, donc créer un lien entre les deux et pouvoir apporter une réponse concrète pour ces jeunes et puis leur donner des opportunités qu'aujourd'hui ils peinent à avoir. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou n'importe quel contenu qui t'a aidé dans ton parcours que tu souhaiterais recommander? Un livre. C'est vrai que moi, je n'oublierai jamais dans mes années de lycée, je lisais beaucoup de Sartre. Et peut-être j'ai pas un livre en particulier de lui, mais j'ai une citation de lui. C'est « Nous sommes nos choix ». Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours guidée, de me dire, c'est à travers mon ambition, mon aller de l'avant, le fait d'oser, que j'ai pu atteindre certaines positions. Et donc aujourd'hui, je souhaite que les personnes prennent en main leur situation, malgré le contexte où ils ont grandi, et qu'ils fassent de leur choix, leur futur, et puis qu'ils aient un futur plus prospère grâce à leur détermination. Donc j'encourage tous les jeunes à aller de l'avant et à croire en eux. Je te remercie beaucoup. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager vos impressions directement avec Yasmine sur son compte Twitter et son compte Instagram et à y suivre son travail. Les liens sont en description. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, Inch'Allah.